Il est 13h, bonjour à tous. Merci de votre attention. Voici les titres à la une de l'actualité ce samedi 23 janvier de l'an 2021. Arrivé hier vendredi en Côte d'Ivoire, des corps des 4 soldats ivoiriens tombés au champ d'honneur le 13 janvier dernier alors qu'ils étaient en mission de paix à Tombouctou au Mali. Ils ont été accueillis par le Premier ministre, le ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, qui a salué leur mémoire. Des mémoires qui seront honorées le lundi 25 janvier à l'état-major général des armées en présence du chef de l'État. Le Premier ministre Ahmed Bakayoko et les conseillers du commerce extérieur de la France se sont rencontrés. Une rencontre initiée par la communauté d'affaires française qui a été l'occasion pour les deux parties d'explorer les opportunités d'investissement en Côte d'Ivoire. Le point de notre reporter Lanciné Bakayoko à suivre dans ce journal. Et puis lutte contre la Covid-19, le Royaume du Maroc reçoit 2 millions de doses produites par le laboratoire AstraZeneca et acheminées depuis l'Inde qui permettront de vacciner 1 million de Marocains. Le top départ de la campagne de vaccination sera donné à l'hôpital Avicenne de Rabat dès le début de la semaine prochaine. Voilà pour l'essentiel. Oui, bonjour à tous. Hier vendredi à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, fin d'après-midi, de bien tristes images. Les corps sans vie des 4 casques bleus ivoiriens tombés au champ d'honneur le 13 janvier dernier à Tombouctou au Mali alors qu'ils étaient en mission de paix dans le pays. Sont arrivés à Abidjan, accompagnés par le général commandant de la force MINUSMA et portés par leurs frères d'armes. Ils ont été accueillis par le Premier ministre, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, qui a salué la mémoire et le courage de ces soldats tombés au champ d'honneur. Le Premier ministre Ahmed Bakayoko qui a d'ailleurs annoncé qu'un hommage leur sera rendu le lundi 25 janvier à l'état-major général des armées en présence du président de la République Alassane Ouattara. Les détails avec Abou Sanogo. C'est à bord d'un Antonov des Nations Unies que les corps des 4 casques bleus ivoiriens de la MINUSMA ont regagné Abidjan en provenance du Mali. Ils sont tombés le 13 janvier dernier dans une attaque perpétrée contre le bataillon ivoirien à Tombouctou. Pour les accueillir à la base du GATL, le Premier ministre, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko. À ses côtés, les grands commandements. Ces 4 soldats tombés au Mali sont portés ici par leurs frères d'armes. Moment de grandes émotions pour leurs familles respectives, à la vue de leurs enfants, époux, frères et neveux. La délégation de la MINUSMA, la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali, conduite par le général, commandant la force de la MINUSMA, Denis Gilensport, a rendu hommage à ces 4 soldats. Le décès des 4 soldats de la paix que nous honorons ici aujourd'hui est une énorme perte pour la MINUSMA, pour l'Organisation des Nations Unies et pour la République de Côte d'Ivoire. En ne perdant pas de vue la cause ultime pour laquelle nous travaillons, nous rendons hommage à ces casques bleus et honorons leur courage dans notre lutte pour la paix et la prospérité au profit de la population malienne. Intervenant à sa suite, le chef du gouvernement, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko, a exprimé aux familles des défunts et à l'ensemble des forces armées de Côte d'Ivoire les compassions et les condoléances du chef de l'État Alassane Ouattara et de la nation. La mort tragique de nos soldats renforcera notre engagement à continuer à travailler pour la paix dans la sous-région et dans notre pays. Que Dieu Tout-Puissant veille sur leurs âmes. Toutes mes condoléances à leurs parents. Je voudrais dire à chacun d'eux que l'État de Côte d'Ivoire sera solidaire, sera à leur côté. Puis ce fut la réception officielle des corps de ces soldats. Juste après la réception des dépouilles, le Premier ministre Ahmed Bakayoko a accordé une audience au général commandant la force de la MINUSMA. Notons qu'une cérémonie d'honneur militaire a été faite le mardi 19 janvier dernier en la mémoire de ces soldats au quartier général de la MINUSMA à Bamako par l'ONU et l'État malien. Ces 4 casques bleus ivoiriens ont reçu à cet effet la médaille d'honneur des Nations Unies à titre posthume. Voilà, et puis comme vous allez le voir sur ces images qui vont suivre, le chef du gouvernement Ahmed Bakayoko, ministre de la Défense, sensible à la douleur des familles, des soldats qui ont perdu leurs proches et solidaire de ces familles, les a reçus. Il s'est agi pour lui d'exprimer à ces familles et pleurer la compassion du chef de l'État, Alassane Ouattara.
Pour aider à une lutte plus efficace contre le grand banditisme dans la commune d'Abobo, les policiers en service dans cette commune voient leur capacité d'action renforcée par une remise d'engins roulants. 7 véhicules et 8 motos remis par le Premier ministre Ahmed Bakayoko, maire de la commune. La remise de ces véhicules s'inscrit dans le cadre des projets à impact rapide. Didier Nguesson. 7 véhicules double cabine et 8 motos viennent renforcer le parc automobile de la police nationale. Ces engins roulants sont destinés au commissariat de la commune d'Abobo. Le premier magistrat de la commune, Ahmed Bakayoko, remet les clés au directeur général adjoint chargé des services de sécurité publique. Excellence, Monsieur le Premier ministre, ministre de la Défense, je voudrais vous traduire au nom de Monsieur le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité et de l'ensemble des personnels de la police nationale, notre gratitude et notre reconnaissance pour l'appui constant et sans faille dont bénéficie la police nationale en remettant au service de police de votre commune ces précieux dons. Vous contribuez au renforcement des capacités opérationnelles de la police nationale, d'où à l'efficacité de la lutte contre la criminalité sous toutes ses formes. Une police de proximité pour la sécurité des biens et des personnes, l'impact est rapide. C'est l'objectif du projet du même nom, initié par le chef de l'État. Des mots de gratitude à l'endroit du président de la République, le président Alassane Ouattara, chef suprême des armées, qui nous fait ce don dans le cadre des projets à impact rapide. 7 véhicules et 8 motos pour renforcer vos capacités. Je lui dis un grand merci et je voudrais vous demander de traduire à l'ensemble de vos hommes sur le terrain nos félicitations. Nous sommes très impressionnés par le travail de la police et des autres forces de sécurité ici à Abobo qui a permis une évolution concrète de l'indice de sécurité. Je vous engage avec ces moyens à consolider cet élan. Deux nouveaux commissariats, celui d'Anonkwa-Kouté, opérationnel, et celui de Ndotré, bientôt livré, rapprochent ainsi la police nationale des populations d'Abobo. Deuxième titre de ce journal, le chef du gouvernement Ahmed Bakayoko, qui a également eu une rencontre avec les conseillers du commerce extérieur de la France. Rencontre initiée par la communauté d'affaires française qui a été l'occasion pour les deux parties d'explorer les opportunités d'investissement en Côte d'Ivoire. Les précisions de Lanciné Bakayoko. Cette rencontre avec le Premier ministre a été sollicitée par le comité des conseillers du commerce extérieur de la France, un réseau de 4500 chefs d'entreprise et experts en commerce international. Du numérique au transport, en passant par l'agroalimentaire ou encore le tourisme, presque tous les domaines d'activité économique ont fait l'objet d'échanges entre Ahmed Bakayoko et la communauté d'affaires française. J'ai rencontré le Premier ministre à titre amical et je lui ai proposé de nous rejoindre aujourd'hui pour échanger avec les entreprises françaises. Les entreprises françaises qui sont présentes en Côte d'Ivoire depuis de nombreuses années. Et l'objectif, c'était d'échanger de manière franche et sincère sur les difficultés, sur les projets et sur les engagements des entreprises françaises auprès de l'État de Côte d'Ivoire. Les entreprises françaises qui planifient leur développement sur le marché ivoirien dans un partenariat gagnant-gagnant souhaitent un accompagnement du gouvernement, notamment en matière de fiscalité, de réglementation douanière et même des infrastructures. Le Premier ministre Ahmed Bakayoko a réaffirmé l'engagement du gouvernement à apporter des réponses dynamiques aux préoccupations des hommes d'affaires français afin de renforcer le partenariat privilégié qui a toujours prévalu entre la Côte d'Ivoire et le secteur privé français. Cette rencontre d'échange confirme la qualité du partenariat économique et commercial entre la Côte d'Ivoire et la France. Et je salue également l'intérêt que vous portez tous aux politiques conduites depuis près d'une décennie sous le leadership du président Alassane Ouattara. Le gouvernement a une vision, capter un niveau d'impôt pour induire des politiques d'investissement dans certains domaines qui sont sa priorité, développer le capital humain, développer des infrastructures de base qui elles-mêmes permettent au secteur privé de s'exprimer dans un environnement compétitif.
Mais l'option stratégique de la Côte d'Ivoire d'avoir un secteur privé fort, créateur de richesses et d'emplois, engendre aussi des contraintes. Des contraintes qui ont poussé à mettre en œuvre des réformes destinées à améliorer le climat des affaires et à attirer davantage d'investisseurs. En ce qui concerne les pressions liées à la pandémie, Ahmed Bakayoko rassure que son gouvernement travaille déjà à un plan de riposte post-Covid-19. Notre stratégie, c'est de faire en sorte de continuer à bien gérer notre riposte sanitaire sans freiner la machine économique. Parce qu'on a bien vu que la remise en marche de l'outil économique est très complexe. On essaie d'avoir des décisions assez courageuses qui permettent de nous faire avancer prudemment et ensemble. Les conseillers du commerce extérieur contribuent à renforcer l'image de la France auprès des autorités économiques locales à l'étranger et facilitent ainsi les décisions d'investissement des entreprises françaises. Et voilà ce que l'on peut retenir dans cette édition de l'agenda du chef du gouvernement ces dernières 24 heures. Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Kombena Kwasi Adjoumani, a lui visité une exploitation agricole située à une dizaine de kilomètres de Hondoussi et spécialisée dans la production hors sol de produits maraîchers tels que la tomate et le poivron. Une nouvelle façon de faire l'agriculture qui a d'ailleurs été encouragée par le ministre Adjoumani, conscient de son apport dans l'autosuffisance alimentaire recherchée par la Côte d'Ivoire. Jean-Louis Bambo. C'est une belle découverte faite à Hondoussi par le ministre de l'Agriculture et du Développement rural. Les produits fermiers ivoiriens, une ferme de 2 hectares, dont 1 hectare entièrement consacré à la production de produits maraîchers avec le système hors sol. Ici sont produits tout le long de l'année des tomates et des poivrons. Nous produisons quand nous souhaitons, nous produisons quand nous voulons, nous produisons les quantités selon les répartitions que nous souhaitons. Ce qui n'est pas le cas lorsque nous cultivons en plein champ. Nous dépendons fortement de la pluviométrie, des conditions climatiques, alors que nous avançons à grands pas vers des changements climatiques qui sont très difficiles à gérer au niveau de l'agriculture. La production dans chacune de ces serres oscille entre 20 et 25 tonnes. Des produits qui sont entièrement écoulés auprès des grandes surfaces et des particuliers. Pour le ministre de l'Agriculture, c'est un pas vers la fin de la dépendance de l'extérieur pour ces produits. Cette pratique développée en Côte d'Ivoire fait qu'on ne fait plus venir de la tomate cerise de l'extérieur parce que la tomate cerise n'était pas produite en Côte d'Ivoire. Ça nous arrivait du Maroc, de l'Europe. Aujourd'hui, grâce à cette technologie, on en produit en Côte d'Ivoire. Une initiative qui nécessite, selon le ministre, un meilleur soutien de la part des établissements financiers et des banques. Notre agriculture ici n'est pas souvent soutenue par les banques. Mais si vous envoyez un banquier sur ce site qui regarde comment vraiment cette pratique se fait et qui voit qu'en y investissant, la banque peut vraiment sortir des dividendes, il n'y a pas de raison qu'elle reste sans intervenir. Soutien des établissements financiers, mais également de l'État. Le ministre a promis la multiplication de telles initiatives. Les produits fermiers ivoiriens sont en production depuis 2017. Ils emploient à ce jour une trentaine de personnes. Et on reste dans le domaine de l'agriculture pour parler cette fois de promotion risicole. Le ministre de la promotion de la riziculture s'est rendu à Lomé, la capitale togolaise, pour une visite de travail et plusieurs points d'activité sont inscrits à son agenda. Le premier est la signature d'un accord cadre de coopération financière avec la Banque d'investissement et de développement de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la BIDC, liée entre autres à la modernisation de la filière risicole ivoirienne. Et notons également que le ministre Gaoussou Touré a été reçu en audience par le ministre togolais en charge de l'agriculture et du développement rural, Lansine Bakayoko. L'accord cadre de coopération financière que le ministre Gaoussou Touré signe avec la Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO, BIDC, porte essentiellement sur le financement de l'irrigation, l'aménagement des parcelles rizicoles et la mécanisation totale des services d'exploitation des parcelles. La stratégie fait qu'avant d'ablaber un hectare, il faut s'assurer que tout ce qu'il faut au niveau de toute la chaîne de valeur est sur place pour que rien ne bloque. Et nous pensons qu'avec la BIDC, nous avons trouvé la banque qui va nous accompagner
à mettre réellement en œuvre la stratégie de développement de la riziculture en Côte d'Ivoire. Cette signature d'accord cadre est le prolongement de rencontres initiées par la BIDC dans sa quête d'un meilleur accompagnement des pays de la région et notamment de la Côte d'Ivoire en matière d'autosuffisance en riz. Selon la BIDC, l'atteinte de ces objectifs passe nécessairement par la collaboration des leaders de pôle et davantage par l'élaboration de projets rizicoles intégrés portés par le secteur privé. Nous sommes en discussion très avancée avec nos partenaires européens, nos partenaires indiens, nos partenaires américains pour voir comment lever les lignes de financement nécessaires pour accompagner le gouvernement, que ce soit pour les aménagements, mais aussi que ce soit pour les infrastructures en usines, en hangars, mais aussi en intrants. En marge de cette rencontre, le ministre Gaoussou Touré a été reçu en audience par son homologue togolais de l'agriculture, de l'élevage et du développement rural, Antoine Lepa Bebeni. Les deux personnalités ont évoqué l'urgence de mettre en place une politique commune afin de rendre efficaces les politiques de développement du riz de la Côte d'Ivoire et du Togo. Retour à Abidjan, quittons les champs de l'agriculture pour parler de joutes électorales et législatives, direction la CEI, la Commission électorale indépendante, où les derniers dossiers de candidats à la candidature pour les législatives ont été réceptionnés. Le dernier délai pour le dépôt des dossiers, c'était hier vendredi. Notre reporter Éric Goré s'est justement rendu pour nous dans cet endroit faire le retour de l'ambiance qui y a prévalu en ce dernier jour de dépôt de candidature. Et il nous apprend que l'ambiance était plutôt bon enfant, bonne ambiance entre candidats du parti au pouvoir et ceux de l'opposition. Reportage. Les adversaires ne sont pas des ennemis. Voilà. Adversaires mais pas ennemis. Adama Bictogo, représentant le RHDP, et Georges Armand Ounien, représentant la plateforme EDS et les partis politiques, montrent l'exemple à suivre en ce dernier jour des dépôts de dossiers de candidature à la CEI pour cette élection législative. Les partis d'opposition que sont la plateforme EDS et le PDCI vont présenter plus de 100 candidats. Le PDCI, RDA et notre plateforme EDS, nous sommes associés, nous sommes unis dans le cadre de l'opposition et nous sommes venus ici déposer nos candidatures. Nous comptons aller justement pour prendre le Parlement. Le rôle du député est bien défini par la Constitution et donc c'est ce rôle-là qu'il faudra jouer. Notre loi fondamentale dit que l'Assemblée nationale vote la loi et consent l'impôt. Le député, comme vous le savez, le député, ce n'est pas un élu qui participe au développement. Il ne vote que les lois. Là, il faut être clair. Il ne faut pas aller mentir au peuple que je vais vous construire des routes. Non. Nous pouvons plutôt négocier auprès des gouvernements pour leur dire, ah, dans telle région, on a un souci d'hôpitaux, on a un souci des routes. Le Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix entend conserver ses sièges à l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Nous allons offrir au président Alassane Ouattara une majorité confortable pour traduire sa victoire au présidentiel du 31 octobre. Cette élection à venir va donc définitivement montrer que le RHDP est le plus grand parti, que le RHDP est réellement le parti qui rassemble. De son côté, le Front populaire ivoirien, venu aussi ce dernier jour à la Commission électorale indépendante pour déposer ses dossiers, compte présenter une 60aine de candidatures. Pour 2021, nous avons projeté de présenter une 60aine de candidatures. Nous avons des candidats au nord, nous en avons à l'est, nous en avons au sud, nous en avons à l'ouest, au centre. Tout est bien qui finit bien. Opposition et parti au pouvoir s'affronteront le 6 mars prochain dans l'optique d'avoir le contrôle de l'hémicycle. Mais pour cela, il faut remporter l'élection législative. Le reportage qui va suivre dans un instant renseigne sur une prestation de serment au palais de justice d'Abidjan, commune du plateau. La prestation de serment effectuée par 29 nouveaux magistrats dont la promotion est baptisée du nom de promotion impartialité. Ils promettent exercer leur métier avec rigueur et abnégation. Ils sont désormais auditeurs de justice et ils étaient 1492 candidats au départ. Ahmed Traoré, Éric Goré pour le reportage. Et voici ces auditeurs de justice composés d'hommes et de femmes qui viennent de prêter serment. Leur promotion est appelée promotion de l'impartialité.
Ces nouveaux magistrats vont renforcer le système judiciaire. Après la théorie, ils sont maintenant aptes pour la pratique. Occasion pour leurs dévanciers de leur donner les conseils avisés. Vous ne devez jamais oublier que votre rôle premier est d'appliquer la loi. Rien que la loi. Ces valeurs ainsi rappelées ne doivent cependant pas vous faire perdre de vue une vertu tout aussi essentielle qu'est l'humilité. En raison de la nature de la mission que le destin a choisie pour vous, il vous appartient de faire constamment preuve d'humilité. À leur tour, les impétrants s'engagent à accomplir leur mission avec abnégation. Je suis très heureuse de vivre ce grand jour, enfin ce jour tant attendu. Et également, je réalise le poids des responsabilités qui nous incombent en tant qu'auditeurs de justice. Et comme les thèmes de ce serment le disent, voilà, nous allons tout faire pour nous comporter en tout comme des dignes et loyaux auditeurs de justice. Cette cérémonie de prestation pour nous est une grande fierté parce qu'elle marque le début de la vie du magistrat. Cette profession noble que nous avons choisi d'embrasser. C'est sur 1492 candidats que ces 29 ont été retenus après un test rigoureux. Et la presse ivoirienne s'est donné rendez-vous ce week-end dans la capitale politique du pays, Yamoussoukro, pour les Boni 2020, une cérémonie qui permet de distinguer et récompenser les meilleurs journalistes. Ces derniers ont répondu à l'appel du comité d'organisation au menu de la journée d'hier, vendredi 22 janvier, l'ouverture du village Eboni et un panel portant sur le thème « Quel journaliste pour une Côte d'Ivoire ?» rassemblé Godefroy Okambawa, Franck Quadio. Eboni 2020. La seconde fois de suite dans la capitale politique de la Côte d'Ivoire. Contrairement aux années précédentes, ce n'est pas une soirée, mais un week-end pour les Eboni. Cérémonie consacrant les meilleurs journalistes ivoiriens. Ouverture officielle et satisfaction du gouverneur du district de Yamoussoukro. Il n'y a pas eu de village Eboni avant. Et puis, il y a la célébration du prix Eboni, qui en est à sa 22e manifestation. À travers les Eboni, c'est la saine compétition qui conduit à l'excellence. Et je ne connais pas de meilleur moyen pour progresser que la compétition. Je ne connais pas de meilleur moyen de se développer que l'excellence. 3 jours pour l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire pour réfléchir, mais aussi mener des activités récréatives, source d'émulation, mais aussi de motivation. C'est une très très bonne chose. Nous pensons que cela va permettre à nos journalistes de redoubler d'efforts pour rechercher quand même l'excellence dans notre corporation. C'est un honneur véritable pour nous d'y participer parce qu'on voit tous les grands journalistes, les journalistes de renom. Et cela est notre objectif, cela est notre ambition, faire carrière dans le journalisme et pourquoi pas devenir nous aussi prix Eboni dans les années à venir. Le thème de l'édition 2020 est évocateur. Chaque année, à Eboni, on utilise un thème. Et cette année, c'est le thème quel journalisme pour une Côte d'Ivoire rassemblée. On constate que ce thème-là n'est pas vraiment développé, n'est pas disséqué. Il est juste introduit dans le discours du président en quelques lignes. On s'est rendu compte que c'est une insuffisance qu'il fallait corriger. Et comment la corriger? Il fallait commencer d'abord par un panel, par une conférence publique animée par nos maîtres, des experts, pour discuter autour de la question, autour vraiment de cette problématique-là, qui est quel journalisme pour une Côte d'Ivoire rassemblée. En somme, une presse responsable et non partisane, une volonté exprimée et sujet à échange lors du panel, le premier du genre réunissant professionnels de la presse en deuxième temps fort de la journée. Rappelons que la soirée du samedi aura pour point d'orgue la cérémonie de distinction et de célébration du meilleur journaliste de l'année. Et sachez également qu'au ministère de la Communication et des Médias, on fait le bilan de l'exercice 2020 et on pense aux perspectives pour 2021. Occasion d'inviter les professionnels des médias à plus de responsabilités dans l'exercice de leur métier. Une rencontre qui s'est tenue à l'Institut Polytechnique des Sciences Techniques et de la Communication ISTC à Cocody. Et parlons justement de bilan à suivre dans un instant. Le dernier point de l'évolution de la Covid-19 en Côte d'Ivoire avec les chiffres du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. La maladie est encore présente dans le pays et les cas de contamination Covid-19 continue d'être relevée.
Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré à la date du vendredi 22 janvier 2021 564 nouveaux cas de Covid-19 sur 5027 échantillons prélevés, soit 11,2% de cas positifs, 237 guéris et un décès. La Côte d'Ivoire compte à la date du 22 janvier 2021 26 315 cas confirmés de Covid, dont 24 356 guéris et 143 décès. Et face à la maladie, le monde organise la résistance. Les initiatives sont engagées pour se procurer le vaccin. Le Royaume du Maroc a reçu sa toute première livraison de vaccins contre la Covid-19 conçue et produit par le laboratoire AstraZeneca. 2 millions de doses produites par le laboratoire et acheminées depuis l'Inde qui permettront de vacciner 1 million de Marocains. Le top départ de la campagne de vaccination sera donné à l'hôpital Avicenne de Rabat dès le début de la semaine prochaine. Les premières injections seront réalisées sur le personnel soignant et les forces de l'ordre. Au total, les autorités marocaines ont commandé 65 millions de doses de vaccins auprès d'AstraZeneca et de Sinopharm pour vacciner 80% de la population adulte, soit 20 millions de personnes. Loin des tentatives engagées par les nations pour essayer de faire barrage à l'évolution de la Covid-19, il faut faire face à une autre réalité qui, elle, existe depuis longtemps. Les cas de rechute observés par les patients du centre psychiatrique de Bingerville, centre spécialisé dans le traitement de cas de démence ou de folie, si vous préférez. Notre reporter Patricia Omouetia nous apprend que plus de 3000 cas y sont internés par mois et traités. Cependant, l'on assiste à plusieurs cas de rechute. Que se passe-t-il? Pourquoi les patients, une fois déclarés guéris, reviennent? Le traitement administré est-il insuffisant ou les malades ont-ils tout simplement du mal à se réinsérer dans la société? Qui aurait du mal à les accepter à nouveau? Élément de réponse dans ce sujet de Patricia Omouetia. Faites de nos 900 médicaments une série de 6. Série de 6, c'est pour les sidérés. Nous n'avons pas les sidérés, nous sommes des malades mentaux. Je suis venue pour pouvoir aider les fous d'ici. Les gens disent que les gens sont fous. Mais en général, quelqu'un qui est fou, on ne peut pas lui donner des Valium. Ensemble, ils partagent une souffrance, une maladie invisible, la maladie psychique, un trouble aux multiples visages. L'hôpital psychiatrique de Bingerville héberge environ 80 personnes avec divers troubles en santé mentale. À 30 ans, Madi en est à sa 4e hospitalisation. Il est traité pour troubles bipolaires, une maladie mentale qui provoque le dérèglement de l'humeur. Bon, je fumais la drogue, le crack, l'héroïne. Bon, quand je prends ça, je fuis de la maison et me retrouve dans la rue. Je vole les parfums dans les supermarchés. Des témoignages sans faux fuyants qui permettent de comprendre leur cheminement. Pour la Vierge Marie s'est révélée à moi. J'étais dans une chambre comme ça et puis je l'ai vue. Comme lui, il n'a pas la vision, donc moi je vois. Donc elle veut travailler mon... L'hôpital ne dispose que de 6 psychiatres. Ce matin, la psychiatre Étienne Marie-Louise est en consultation. Elle travaille dans cet hôpital depuis 13 ans. Selon elle, on distingue différents types de maladies mentales. Les plus graves sont les psychoses. Elles altèrent profondément la perception de la réalité. Il faut savoir qu'il y a un taux de 8 à 10% de suicide chez les personnes qui en souffrent. La personne est coupée de la réalité. Elle a des hallucinations. Elle a des hallucinations auditives, des hallucinations visuelles. Elle peut être agressive. Le personnel soignant en santé mentale est aux premières loges pour constater les effets de la maladie mentale. Pauline a souffert de dépression. Elle témoigne comment elle a pu gérer son trouble avec l'aide du personnel soignant. Bon, moi, j'ai fait une dépression. C'est à la suite de cela que je suis arrivée ici. Ça s'est manifesté comment la dépression? Bon, au début, quand ça a commencé, je ne dormais pas. J'étais toujours agitée et à chaque fois, je délirais, je parlais. Et arrivé un moment, c'est à la suite de cela que j'ai été envoyée ici. Et lorsque je suis arrivée ici, j'ai commencé à respecter le conseil de mon psychiatre, tout ce qu'elle disait, j'observais, je prenais les médicaments. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je vais bien. En Côte d'Ivoire, plusieurs personnes souffrent d'au moins un trouble psychiatrique, dépression, bipolarité ou schizophrénie. Quand ces pathologies se déclarent, le premier recours, ce sont les urgences psychiatriques. Pour ces médecins spécialisés, l'enjeu est de contenir les patients en crise. Quand un malade reste à l'hôpital psychiatrique, généralement, il y a un problème social. Sinon, un malade, normalement, ne fait que
23, 24 jours. S'il est bien traité, il sort. Mais quand il sort, que le traitement n'est pas suivi par les parents, pour une raison qui leur est propre, mais le malade va rechuter. C'est ce qui explique que le malade, quand il sort, et puis la stigmatisation, il n'a pas envie que les gens sachent que lui, il est venu à Bingerville. Les médicaments, il ne les prend pas. Et quand on ne prend pas les médicaments pour une maladie, la maladie revient. Avec plus de 3500 hospitalisations par année, le directeur de l'hôpital psychiatrique de Bingerville fait un plaidoyer pour qu'on donne plus d'importance et de moyens pour la prise en charge des malades. L'État nous permet de soigner ceux qui sont des cas sociaux avec les médicaments qui sont ici. Parfois, il y a des ruptures de ces médicaments-là. Il y a 2-3 mois, il était difficile de trouver, même actuellement, de trouver certains médicaments qui nous sont indispensables. C'est des personnes de bonne volonté qui viennent à notre aide. Voilà. Et les médicaments, ils sont chers. Parce qu'un médicament dont la boîte coûte 18 000, c'est compliqué. L'aspect financier est également un frein à la prise en charge, explique encore Dr Diomandé. Dans ce contexte, surtout en zone rurale, les populations ont tendance à privilégier le recours aux guérisseurs et autres structures traditionnelles. Toujours selon le directeur de l'hôpital psychiatrique de Bingerville, il existe des traitements, mais près des 2/3 des personnes que l'on sait souffrir d'une pathologie mentale ne vont jamais se faire soigner auprès d'un professionnel de la santé. Le rejet social, la discrimination et les négligences empêchent ces malades de bénéficier des traitements. Et c'est sur cet élément réalisé par Patricia Omouetia que se referment les pages de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Dieu garde la Côte d'Ivoire.